On va se présenter rapidement. Je vais laisser Juliette commencer. Alors, bonjour à tous. Donc moi je suis Juliette, j'ai rejoint Insaniam, l'entreprise d'Alexandre, il y a 4 mois maintenant. Et je travaille pour le pôle de l'agence des blogueuses, donc qui gère en fait les relations entre les influenceurs et les marques. Et à côté de ça, j'ai aussi le statut d'influenceuse puisque je tiens un blog depuis 7 ans maintenant. Donc, moi je suis Alexandre Amigouette, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Insaniam et qui a un projet en interne nommé l'agence des blogueuses dédiée au marketing d'influence. On va commencer déjà juste pour savoir à peu près qui on a en face de nous, qui représente une entreprise intéressée pour travailler avec des influenceurs. Okay. Qui a un blog, un compte Instagram et estime ou a envie d'être influenceur? Ok. Qui est là par curiosité? Ok, super. L'objectif, c'est que vous puissiez nous couper à tout moment, donc n'hésitez pas à nous couper. On va faire circuler un micro dans la salle. Vous pouvez nous poser des questions quand vous voulez. Il n'y aura pas de séance questions-réponses à la fin. Je trouve ça beaucoup plus vivant et sympa si vous pouvez nous interrompre et poser vos questions. D'accord? Donc sentez-vous libre de poser vos questions. On va commencer par voir le point de vue. Alors, juste dans les termes, je reviens un peu sur les termes. On parle pas mal de marketing d'influence quand il s'agit de travailler avec des blogueuses, des Instagrammeuses, des tweetos, YouTubeuses. YouTube aussi. YouTube, etc. Toutes sortes de supports. Le terme qui est derrière tout ça, c'est influenceur. Alors, personnellement, je ne suis pas hyper fan de ce terme-là parce que j'estime qu'on a tous une influence sur quelqu'un dans notre vie et que... Donc, voilà. Mais c'est le terme retenu, donc on va l'employer. Et on va parler d'influenceurs web. Donc des gens qui ont une influence sur Internet. À partir de là, du coup, Juliette va vous expliquer un peu son parcours d'influenceuse, puisqu'elle a un blog depuis quelques années maintenant essentiellement sur elle et ce qu'elle aime. Voilà. C'est bon, j'ai cru. Alors moi, du coup, comme je disais, donc ça fait 7 ans que je tiens un blog. Je pense que ce qui est important à savoir, c'est que je pense qu'on ne peut pas devenir influenceuse si on a autre chose en tête que faire quelque chose dont on est passionné. C'est-à-dire que si vous y allez avec le but d'avoir, enfin, l'appât du gain en fait, qui aujourd'hui quand même a beaucoup d'attrait, c'est-à-dire que bah oui, effectivement, les influenceuses reçoivent beaucoup de cadeaux, elles sont invitées dans des voyages presse, donc c'est vrai que ça fait tout de suite très envie. Je pense que voilà, c'est important de le faire vraiment par passion avant tout. Donc ça fait 7 ans. Donc ça a commencé par le blog parce que à l'époque, il y a 7 ans, c'était quand même beaucoup plus important que maintenant. Quand même, il y a quand même une petite recrudescence des blogs avec Instagram. Instagram, ça doit faire du coup 4 ou 5 ans, il me semble. Donc voilà, c'est arrivé, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de, j'allais dire, recette miracle. Il y en a quelques-unes, poster régulièrement, voilà, poster des choses qu'on aime, répondre aux gens. Mais après, il n'y a pas de solution en fait qui fait que vous allez avoir une explosion de followers. Après, il y a des solutions qui sont pas, comment dire, pas terribles, hein, on va dire ça comme ça. Il y a les achats de followers. Il y a la technique du follow and follow, qui est en fait, vous avez un robot qui va aller follower plein de comptes et mettre des commentaires, donc des petits commentaires de robots. Et du coup, les gens vont penser que du coup, vous les suivez et ils vont venir vers vous. Et à ce moment-là, c'est une bonne manière aussi de pouvoir voilà, gagner des abonnés. Instagram essaie depuis quelques temps quand même de gérer tout ça, mais nous, on voit bien que c'est encore des choses qui sont très, très utilisées. En fait, clairement, c'est des techniques qu'on ne recommande pas du tout d'utiliser. Sur Internet, ce qui est essentiel, c'est l'authenticité.
Et il vaut mieux avoir une petite communauté, mais dont vous êtes proche et qui vous suit réellement pour ce que vous êtes, qu'avoir... à quoi ça sert d'avoir 1 million de personnes s'il n'y en a que 1000 qui vous suivent pour ce que vous êtes? Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, et de plus en plus, nous, les marques avec qui on travaille, sont vigilantes sur ce point-là. Et je fais juste une petite parenthèse sur le fait que maintenant il existe des outils en fait pour pouvoir détecter. Après, ils ne sont pas tous complètement. Enfin, c'est un peu fiable, mais il faut quand même, je pense, de temps en temps faire un peu attention à. Voilà. Il y a une double lecture parfois à avoir. Il y a des gens qui, par exemple, gagnent énormément d'abonnés en très peu de temps, et juste parce que ce sont des gens qui plaisent beaucoup. Voilà. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Tu disais sur. Comme je disais, en fait, moi j'ai créé mon blog du coup il y a 7 ans, j'étais un peu plus jeune, et c'est vrai que il y avait, ça faisait longtemps que ça me trottait un peu dans la tête, et il y a eu 2-3 rencontres qui ont fait que c'était intéressant. Moi à la base je faisais de la photo, et j'ai commencé à proposer mes services à des blogueuses qui étaient sur Rennes, et puis on a vachement bien accroché, et elle m'a dit mais pourquoi tu le fais pas? Et j'étais là pourquoi je le fais pas en fait? Et ça a été le déclic de me dire, bah oui, en fait, tout le monde peut le faire, en fait. Donc voilà, après, c'est vrai que c'était avant tout le truc. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai créé le blog, j'étais pas du tout consciente qu'il pouvait y avoir des gens derrière qui pouvaient avoir envie d'utiliser mon image. Je dis pas ça dans le terme négatif, mais voilà. Qui allaient avoir envie d'utiliser ce que je pouvais représenter pour faire la promotion de leur marque. Donc ça, c'était vraiment une grosse surprise pour moi à ce moment-là, et c'était plutôt agréable. Donc c'est vrai que je trouve qu'au début on est pas mal tenté quand même de dire oui à tout, mais je pense qu'il faut faire attention, à rester pas mal authentique, et avoir aussi des choses qui sont cohérentes avec ce que vous représentez et ce que vous aimez, et pas juste parce que c'est bien payé ou parce que vous recevez beaucoup de produits, quoi. Voilà. Moi je vais revenir un peu sur de l'autre côté maintenant, côté création de l'agence des blogueuses. Pourquoi on a créé l'agence des blogueuses? Comme Juliette, en fait, on a commencé à créer ça un petit peu avant que ce soit un phénomène de mode, puisqu'à l'époque, il existait très très peu d'agences qui travaillaient ce qu'on appelle le marketing d'influence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'agence des blogueuses à la base, parce que c'était essentiellement tourné sur les blogs, et c'était en 2015. On a fait ça simplement parce qu'on a constaté un vide, qu'il y avait des entreprises qui avaient envie de faire des partenariats avec des marques, et que les blogueuses à l'époque étaient harcelées par les marques sans que ce soit très ciblé. On recevait des communiqués de presse, comme des journalistes peuvent d'ailleurs recevoir, c'est un peu le même problème, des communiqués de presse non ciblés en masse par mail, et en réalité on s'est rendu compte que c'était dommage, que ça pourrait être bien d'avoir un intermédiaire, une plateforme qui puisse les accompagner, les aider dans cette démarche. Donc c'est un peu comme ça qu'a été créée l'agence des blogueuses à la base. Et effectivement, ça évolue sur d'autres supports, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Également côté marque, je rebondis sur ce qu'a dit Juliette, mais côté... Il n'y a plus de batterie. J'ai vu ça tout à l'heure. Je vous disais également côté marque, ça n'a aucun intérêt d'envoyer un produit à une blogueuse ou une influenceuse qui n'intéresse pas la blogueuse en fait. Puisque si elle le fait juste pour l'appât du gain ou autre, forcément ça ne va pas plaire à sa communauté qui la suit. Donc ça représente assez peu d'intérêt. Je vais mettre du coup, je vais basculer le site. Tiens, fais voir. Alexandre. Je rebondis juste là-dessus. Parfois, en tant que marque, on a peut-être envie de mettre 1 ou 2 articles en avant. Ce qui peut être complètement compréhensible, en fait. C'est-à-dire que voilà, vous, quand vous êtes une marque, c'est normal que de temps en temps, vous ayez des choses que vous ayez envie de cibler. En revanche, c'est vrai que, comme tu disais, il faut toujours demander l'avis de la personne à qui vous voulez envoyer les produits, parce que sinon, elle les recevra, il ou elle les recevra, et puis il y aura rien. Soit il n'y aura rien derrière, soit ce sera quelque chose qui ne sera pas vraiment convaincu. C'est-à-dire, je pense qu'il vaut mieux toujours laisser choisir la personne que vous avez en face, parce que non seulement vous êtes sûr qu'elle va le porter, si c'est un vêtement, imaginons, et surtout, vous êtes sûr qu'elle pourra la porter aussi dans la durée.
Ça, c'est hyper important. C'est pas juste des one-shots aussi, que ce soit sur Instagram ou sur des blogs. Le but, c'est d'avoir une communication sur le long terme. Donc, voilà. Un bon partenariat, c'est un partenariat que la blogueuse va aimer, puisqu'elle va en parler avec plus de conviction. Et c'est en ça où c'est assez différent de la publicité traditionnelle. Vous allez payer un encart sur un site ou sur un journal qui sera complètement maîtrisé par vous, ou un publi, rédactionnel. Communiqué de presse. Comment ? Publi reportage. Publi reportage, merci. Ou un publi reportage qui sera purement payé. En fait, mes yeux, ça a moins de sens si c'est déjà rédigé à l'avance et publié. Ça aura une portée, mais alors largement inférieure. Il faut savoir un truc, c'est que s'il y a une émergence des influenceurs, c'est en grande partie pour leur authenticité. J'insiste là-dessus, et parce qu'elles ressemblent à une communauté qu'elles regroupent. Et c'est bien ça le nœud, le nœud de la communication digitale. Pour bien comprendre, juste un petit point sur la communication digitale. Sur la communication digitale, on est quand même passé d'un moment où on avait quelqu'un qui faisait de la publicité avant Internet. On avait quelqu'un qui faisait de la publicité, qui l'envoyait à une autre personne qui recevait un message. Donc du coup, à partir de là, la personne était passive. La seule influence qu'elle avait, c'était sur son entourage, au café, au travail, dans sa famille. Et ça s'arrêtait là. Avec Internet, les marques sont devenues des médias. Chacun a la possibilité de devenir un média, son propre média. Chacun a la possibilité d'avoir des supports pour être un média, alors pour se représenter soi-même. Je ne dis pas que chacun est journaliste, mais chacun a la possibilité de donner son avis. Les outils sont peu chers, voire gratuits dans de nombreux cas. Les réseaux sociaux, ça ne coûte pas cher, enfin c'est gratuit, pour pouvoir publier son avis. Et donc, par la force des choses, comme tout média, on va avoir un lectorat autour de nous qui s'intéresse à ce que l'on raconte. Et donc, quand on est influenceur, qui s'intéresse à ce que l'on est et à ce que l'on aime. Et donc, il faut vraiment bien comprendre ça, parce que c'est la raison pour laquelle on parle d'influence. À partir du moment qu'on a des gens autour de nous, dans une communauté, si on a 1000, 2000 personnes, 10 000, 1 million de personnes qui aiment ce que l'on fait, forcément, quand on va parler de quelque chose que l'on aime, il y a une forte probabilité que la communauté l'aime aussi, derrière, par ricochet. Et donc, ça, c'est assez important à appréhender. Alors nous, comment on fonctionne dans l'agence de blogueuses, pour bien comprendre, on a nous-mêmes une communauté. On a gardé ce principe-là, de près de 500 blogueuses qui ont accès à un outil en ligne. Après, quand une entreprise nous contacte, on diffuse une annonce sur cet outil-là. Et ce sont les influenceurs qui sont maîtres d'y répondre ou pas. Donc c'est-à-dire que c'est elles qui décident si ça rentre dans leur goût, tout bêtement, si elles aiment le produit, si elles ont envie de le tester. Si elles n'ont pas envie, elles ne répondent pas. Donc ça fait déjà un tri très naturel, qui est celui que je vous expliquais juste avant. C'est-à-dire que si elles n'aiment pas, elles ne vont pas répondre. Donc c'est déjà un premier gage. C'est pas nous qui allons vers les influenceurs. Et ça change beaucoup de choses. Ensuite, les influenceurs ou influenceuses répondent à cette annonce. Et on voit avec la marque si ça correspond à ce qu'elle souhaite, si elle n'a pas déjà travaillé avec quelqu'un, enfin bref, voilà, on fait un deuxième tri avec elle. Et ensuite, on lance le partenariat qui, en fait, aurait été mis dans l'annonce que l'on a diffusée. Et en fait, tout le deal est dans l'annonce. J'ai une question pour la marque, du coup. Est-ce qu'elle peut exiger une sorte de résultat de la part de l'influenceur? Est-ce qu'il y a une sorte de contrat de, voilà, on veut bien te faire découvrir nos produits, on te fait découvrir quelque chose. Est-ce qu'en contrepartie, on peut exiger qu'il y ait tant de posts Insta, qu'il y ait un article d'écrit, sans spécialement connaître la portée, mais de se dire, voilà, moi aujourd'hui... Ok, c'est une bonne question. Alors,
En résultat, il y a deux choses. Mais alors, je reformule la question. Est-ce qu'une marque peut exiger d'une influenceuse des résultats? Alors, il y a deux choses en résultat. Oui, mais Il y a, au moins qu'elle fasse quelque chose. il y a un résultat qui est de dire je veux tant de blogs, enfin tant de billets de blog, tant de posts Instagram, etc. Et il y a résultat, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de temps. Ouais. C'est deux notions différentes. Donc je vais scinder les deux. La première notion, alors déjà, nous on a une façon de fonctionner, mais en dehors de notre agence, et c'est aussi l'intérêt d'être chez nous, c'est qu'on peut forcément, il y a un rapport de force qui est quand même différent. Quand une influenceuse qui est seule par définition ou n'a pas d'agent, forcément, elle va être un peu. Enfin, les entreprises peuvent proposer des choses un peu plus restrictives. Ceci étant, chez nous, on a une logique qui est que oui, on peut réclamer, par exemple dire je veux un post Instagram, mais comme tout est dans l'annonce à la base. Ouais. La blogueuse, l'influenceur est totalement libre de... Et donc il arrivait des fois où on avait des demandes complètement hallucinantes. On prévient, on dit ça ne passera pas. Elle diffuse, ça ne passe pas, elle se retrouve avec personne. On est aussi là pour conseiller en fait à ce moment-là, voilà, effectivement que les attentes soient voilà, un peu 50-50. Et sur notre partie résultats financiers ou autres, jamais. Chez nous, jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que si le produit n'est pas terrible, enfin pour plein d'aléas, personnellement, on prendra zéro engagement là-dessus. On ne s'amusera pas à vendre des choses où on n'est pas maître à 100% en fait là-dedans, de ces décisions. Donc jamais on ira imposer un résultat en chiffre d'affaires, en vente. C'est de la communication digitale avec des personnes tierces à nous, puisqu'elles sont toutes indépendantes. Et en plus, il y a tellement d'aléas. Si on prend les algorithmes des moteurs de recherche, les algorithmes des réseaux sociaux, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans des engagements intenables. Et en plus, si on prend en compte que, je sais pas moi, imaginons que le produit est défectueux, et on s'est engagé sur... quelqu'un fait une allergie à une crème, on s'engage sur une vente, ça n'a pas de sens. C'est difficilement quantifiable, en plus c'est vrai que c'est toujours le truc qui fait peur. Oui, non, mais... C'est plus en termes de followers, de se dire, bon bah finalement, il y a vraiment eu... Après, il y a des techniques, en fait, il peut y avoir des techniques pour gagner, si vraiment le but de la marque c'est gagner les followers, il y a des techniques qui sont par exemple, bah, voilà, de faire des concours, faire gagner le produit. C'est pas nécessairement gagner des followers, c'est plus créer une communauté, du moins à un moment dire, bon bah je prends une partie de ta communauté, parce que finalement... Ah mais c'est pas... Enfin, c'est difficile de prendre une partie de la communauté, il faut que les gens soient complètement convaincus, en fait. Et pour être complètement convaincu, il faut que ce soit un travail de longue haleine, en fait. C'est très long. C'est-à-dire que moi, j'en vois des filles hein, qui proposent plein de produits et qui sont complètement convaincues. Et je suis sûre que là, elles font des ventes de fou. Et j'en suis sûre que... Après, il y a pour un peu réussir à quantifier tout ça, il y a quand même si on met par exemple un code promo en place, on peut voir par exemple qui est acheté avec ce code promo. Et ça va être aussi des techniques qui peuvent être intéressantes à ce moment-là. Et sur quels critères vous recrutez vos influenceurs? Alors, essentiellement, c'est subjectif. Comme ça, on s'engage sur rien. Mais après, il y a quelques chiffres. On a mais après, c'est compliqué, encore une fois, sur la question... C'est des critères de communauté, par exemple, de taille de communauté Oui, alors, grosso modo, c'est très subjectif, vraiment. Très, très subjectif. On aime, on n'aime pas. Voilà, parce qu'on connaît bien notre métier. Dans l'équipe, il y a 4 influenceuses qui composent l'entreprise. Donc c'est un secteur qu'on connaît relativement bien. Et c'est vous qui faites du sourcing ou est-ce que c'est les Instagrammeurs qui viennent vers vous? C'est elles qui viennent. Elles ou eux qui viennent se inscrire. On a eu 4000 demandes d'adhésion, on a retenu 500 personnes pour donner une idée. Mais on a eu des demandes complètement folles. Encore une fois, des gens qui venaient de créer un blog. Donc du coup, on a comme critère d'avoir au moins un an d'activité. Encore une fois, on n'est pas influenceur pour gagner de l'argent. Si on commence comme ça, on est mal barré. Je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. Moi, je suis un entrepreneur, je le fais par passion. Si je m'étais dit, voilà, je lance l'entrepreneuriat, demain je vais être millionnaire, je pars sur une mauvaise base. À mes yeux, c'est ma conception d'entrepreneuriat. C'est pareil avec un blog. Si on le fait par envie, par passion, et puis après, c'est qu'une conséquence. Le reste n'est qu'une conséquence. Dès qu'on fait les choses par passion, on a des gens passionnés autour de nous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ma vision des choses, et c'est celle qu'on partage dans l'équipe.
À côté de ça, effectivement, il y a quand même quelques critères. L'ancienneté, c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui a un peu de... Enfin, il faut qu'on puisse voir ce qu'elle a fait dans le passé, la personne. Ensuite, on regarde quand même la taille et le ratio taille de communauté et échange. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a 1 million de personnes à suivre, mais alors qu'il y a 2 likes à chaque post, on va se dire il y a un petit souci. La qualité rédactionnelle, orthographe, etc. La qualité des photos, la qualité en règle générale de son blog ou de son support réseau social pour voilà. Mais c'est plein de critères subjectifs et on regarde ça tous les mois. Je vais peut-être compléter. Si, je rebondis sur le fait qu'effectivement on regarde le ratio. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a les outils. Au fur et à mesure, sans outils, on peut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on en voit après. C'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, en fait, notamment sur Instagram. Il y a des taux d'engagement qui sont très bons pour des personnes qui ont, par exemple, moins de 10 000 abonnés. Et là, c'est super intéressant. Parce que quand elles ont 1000 ou 1500 likes sous leurs photos, ça veut dire qu'elles ont une communauté qui est extrêmement engagée. Et là, elles sont sûres d'attirer plus de monde aussi, en fait, de plus en plus. Mais effectivement, si on voit que, par exemple, c'est quelqu'un qui a 20 000 abonnés et qui a 200 likes sous ses photos, ou même plus, enfin voilà, même encore plus, etc., c'est vrai que c'est pas qu'on se pose des questions parce qu'il n'y a rien à voir avec ça, c'est juste de se dire, bah, peut-être que du coup, c'est pas les gens qui sont très réceptifs en face. Donc voilà, ouais, par rapport aux outils, le ratio, et puis... Bah, on n'a pas forcément d'outils. Non, pas forcément, c'est pour ça, on le fait, on fait au feeling, à l'expertise, c'est ça. Voilà. Oui. J'aimerais savoir le pourcentage. Je suis petite, alors je me lève. Une question, quand on est entreprise et qu'on a un message qu'on veut porter à un segment de clients, un type de clientèle, comment on peut savoir vers qui, enfin comment détecter en fait l'influenceur qui sera plus à propre, plus près de notre message, parce qu'on n'envoie pas à volo à toute la communauté. Ouais, je reformule, donc comment bien cibler l'influenceur ou les influenceurs qui vont pouvoir transmettre le message à votre cible, à vous. C'est service. Déjà un peu de bruit. C'est plutôt du service. C'est du service, vous Voilà, oui. Typiquement, vous pouvez me donner un exemple précis de ciblage? Des modules, enfin de la prévention, par exemple. Et en ciblage, on voudrait, sur le ciblage, alors, qui n'est pas vraiment très segmenté, attitudinal, un ciblage, on va dire, socio-professionnel sur une catégorie d'artisans, par exemple. On veut passer un message. Alors, cibler des artisans, ok. Ça va être assez compliqué. Le ciblage que nous on fait, il est géographique. Ouais. Ensuite, il est thématique. Quel thème voilà, est-ce que ça va être une influenceuse culinaire, maman, beauté, lifestyle, sur la ville, enfin, en elle-même. Après, pour cibler purement des commerçants, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudra trouver des influenceurs qui s'adressent que aux commerçants, mais ça existe. Mais là, on est pour moi dans un marché un peu plus de niche, entre guillemets. Et il faudrait trouver quelqu'un qui... Dans l'ultra spécifique. Ouais. Ouais, à la rigueur, il faudrait trouver un blog qui s'adresse, qui donne des astuces pour commerçants. À ce moment-là, on serait plus sur la base du blog et en plus, il y aurait plus de choses à... par exemple, le blogueur ou la blogueuse pourrait développer aussi, parce que Instagram, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, c'est pas qu'il y a un nombre de caractères limité, mais les gens, en fait, ils vont réagir au visuel plus qu'à ce qu'il y a écrit en dessous. Donc c'est vrai que le blog, ça peut être hyper intéressant pour ça, et après aussi en termes de référencement pour votre entreprise aussi, quoi. Ouais. Merci. Une autre question? Oui. Vous aviez une question? Ma question, c'était le pourcentage d'hommes blogueurs par rapport, ou en tout cas dans votre communauté des 500, quel est le ratio? Je pense d'avoir 1 ou 2%. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle l'agence des blogueuses. Oui, on nous a traités féministes. Mais, après, on peut les chercher. Non, mais comme en dessous, vous avez mis blogueur, etc. Oui, on l'a remis parce que au lancement, j'ai reçu des mails assez... Puis le masculin l'emporte sur le féminin dans tous les cas. Donc. Oui, j'ai reçu des mails assez virulents en disant que... On remarquera que pour l'inverse, tu n'as jamais reçu des mails de filles qui te disaient pourquoi c'est que les blogueurs et pas les blogueuses. Mais bon.
Donc voilà. Mais c'est drôle d'ailleurs quand c'est un homme qui répond en disant que ce sera blogueuse. Faudrait surtout pas être féminisé. Mais c'est simplement une réalité. Il y a plus. Je pense que les femmes sont certainement plus talentueuses pour écrire et pour communiquer en règle générale. Et c'est tout. C'est juste ça. Après, elles ont aussi des moments de vie où elles ont plus de temps, notamment je pense à la maternité. On a pas mal d'influenceuses qui écrivent quand elles sont dans cette période-là parce que c'est un moment plus propice. Voilà les deux raisons que je vois pourquoi il y a plus de... Maintenant, il y a quand même des secteurs où il y aura des hommes. Je pense... ouais, ça, des trucs un peu geeks. Cuisine aussi, hein. Cuisine. On croit pas, mais oui, cuisine aussi beaucoup. Il y a même des couples. On a quelques couples. Oui. Ouais. Qui écrivent donc à quatre mains Ouais. et qui en font qui ont un blog ou un Instagram de couple. Donc voilà. Et en tant qu'influenceuse, le réseau que vous préférez, c'est donc Instagram pour communiquer ou enfin, blog et Instagram C'est devenu Instagram parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus instantané et surtout il y a beaucoup plus de réactions en fait derrière. C'est-à-dire qu'on a quand même vu un déclin, enfin moi j'ai vu un déclin, je dis on parce que je pense à mes collègues qui sont blogueuses aussi, et des commentaires en fait sur le blog qui sont passés de, moi je pense au tout début, on était je crois à 20, ce qui est pas mal, et on est passé genre à 3. Parce qu'Instagram en fait c'est plus instantané, et puis moi j'ai plein de filles qui vont lire sur le blog et qui me mettent des commentaires sur Instagram. Donc en fait, ouais. Mais c'est vrai qu'Instagram, ça a quand même un côté plus instantané. Après, j'apprécie toujours le blog parce que je trouve que si on a envie de développer, comme je disais tout à l'heure, développer, écrire vraiment quelque chose, voilà, vraiment avoir envie, par exemple, notamment de présenter une marque ou quelque chose qu'on a bien aimé, c'est quand même beaucoup plus simple avec un article de blog, en fait. Vous avez toujours un lien entre les deux? Toujours. Ouais. Ouais. Il y a toujours un lien entre les deux, mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de recevoir des messages qui me disent comment je peux aller sur ton blog? Et je suis là, mais en fait, pour moi c'est tellement logique parce que les deux sont liés, parce que notamment il y a le lien dans Instagram. Du coup, je me dis non, c'est sûr, elles le savent. Et en fait, je pense qu'il va y avoir une grosse partie des gens qui me suivent qui ne savent pas en fait que j'ai un blog derrière. Parce qu'ils sont moins réceptifs en fait. Pour compléter, on a des gens maintenant qui ont du 100% Instagram, qui ne font que ça. Et les blogs en fait ont juste changé de forme. Pour moi, ils n'ont pas disparu, ils ont changé de forme. On est devenu sur du très visuel, qui correspond aussi avec une catégorie de personnes peu habituées aux outils digitaux. Et Instagram est devenu assez facile, c'est très simple d'utilisation, c'est visuel. Et donc on a tout un tas de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec le web et qui du coup sont un peu réconciliées et qui vont simplement pouvoir aller voir des images, les aimer et puis lire du coup s'ils aiment une image, mais c'est toujours l'image. C'est toujours l'image qui attire. Qui prévaut toujours. Pouvoir suivre ça. Et puis il y a le côté, sur Instagram, il y a le côté des stories aussi qui fait qu'on suit un petit peu la journée de la personne qu'on aime bien. Enfin, ça crée de l'événement. Qui est du coup court dans le temps. Et voilà, ça permet vraiment de suivre bien les gens via Instagram, alors que le blog, c'est plus compliqué à faire, un blog, techniquement parlant. Même si il existe des solutions, et il existait des solutions pour faire des blogs simplement, mais si on veut faire un blog avec sa personnalité, avoir son petit logo, machin. Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué avec le compte Instagram, ça s'ouvre vite. Prendre des photos, c'est la passion de beaucoup d'influenceurs. Ils aiment en prendre. Alors, pas au point d'être forcément photographe, mais ils aiment en prendre, et voilà. Et vous faites de la promotion, du coup, dans votre compte? Alors... Vous achetez via... Ah non, pardon, non. Alors, c'est vrai que quand on en a parlé au début, mais c'est vrai que c'est des pratiques... qui sont, moi, que je ne cautionne pas. C'est pas un métier pour toi? Ah non? Non, carrément, non, moi, ça reste un à côté, en fait. Après, franchement, super cool si ça devient un métier. Mais c'est pas du tout le but en soi. Il y en a certaines qui arrivent à en vivre et c'est super pour elles.
Et franchement, félicitations, mais c'est vrai que nous, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui veulent s'inscrire à l'ADB en nous disant je veux devenir influenceuse, j'ai 21 abonnés, aidez-moi à augmenter ma communauté. Et on lui, voilà, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste dommage en fait de le faire pour ça et pas juste parce que par exemple on adore prendre des photos ou on adore le maquillage ou on adore faire la cuisine. Enfin voilà. Donc, Et inversement, moi j'ai entendu des ados qui disaient tiens plus tard qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire influenceur parce que ça commence à être diffusé dans les médias, ça commence, on en voit dans des films de plus en plus d'influenceurs. Enfin, bref, ça commence vraiment à passer pour un métier comme un autre, alors que j'insiste à la base, nous dans notre communauté, je pense que les professionnels, on en a 5% professionnels purs, et celles qui ont un CEREC pour pouvoir recevoir de l'argent, mais du coup ça ne veut pas dire que c'est un métier, c'est ponctuel. C'est de l'auto-entreprise. Sur de l'auto-entreprise, on doit être à 20%, donc on est quand même à une grosse majorité d'influenceurs qui ne reçoivent pas ou jamais d'argent. C'est plutôt rare et souvent n'en ont pas la volonté, elles ont des métiers à côté et ça reste une passion à la base, une passion qui peut se développer et devenir un métier, mais c'est jamais un métier qui se transforme en passion, enfin, c'est pas dans ce sens-là, ou un métier tout court. Je voudrais juste rebondir sur le fait que... Alors, c'est pas parce que... Je suis d'accord sur le fait que c'est pas parce que c'est une passion que... Enfin, voilà. Je reformule. C'est pas parce que c'est une passion aussi qu'il ne faut pas être payé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à recevoir de l'argent. Il n'y a pas de mal à recevoir de l'argent pour un boulot qu'on fait aussi. Après, il ne faut pas non plus, je pense, que ce soit systématique. Après, c'est au bon vouloir de chacun aussi, en fonction des marques et des influenceuses, de choisir en se disant bah non. Ça, par exemple, je trouve qu'il faut vraiment que je fasse beaucoup de travail pour ce contenu. C'est bien si je peux être payée. Et il y a d'autres fois où c'est pas du tout utile, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très aléatoire, en fait. Mais effectivement, j'insiste sur le fait que voilà, il n'y a pas de mal à se faire payer et rémunérer. Et surtout quand, voilà, effectivement, c'est du travail. Donc, voilà. C'est une bonne précision. C'est une bonne précision dans le sens où également, tu as parlé de production de contenu. Souvent, des marques vont exiger d'avoir telle et telle photo, telle et telle. Donc, avoir un vrai travail qu'un photographe ferait, de la vraie production de contenu qui a, là par contre, qui a un coût, puisque c'est des heures de travail. C'est pas simplement dire j'aime ce produit et puis au revoir. Enfin, on est au-delà. Et puis après, c'est aussi ce qu'on apporte, ce qu'un influenceur va apporter à une marque. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain un seul post rapporte énormément d'argent à une marque, c'est quand même logique, une juste rétribution. Mais pour que cela puisse arriver, il faut qu'avant il y ait un travail de passionné qui ait lieu. C'est ça que je voulais dire. Oui, je comprends ça. Moi, je voulais savoir un petit peu le temps que vous avez passé pour construire la communauté. C'est-à-dire qu'il faut certainement 1 année, 2 années, 3 années, et aussi il faut chaque jour ou chaque semaine passer 4 heures le lundi, 4 heures le vendredi, même une demi-journée. Moi ou l'agence des blogueuses, du coup. C'est plutôt toi la blogueuse, ouais. Mais en fait, j'ai jamais eu le sentiment de travailler, même si je sais que maintenant c'est du travail, mais je l'ai réalisé qu'il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, où je me suis dit, bah en fait si, je veux dire, quand tu passes 3 heures à éditer tes photos et 2 heures après à écrire un article et trouver des liens et machin et tout, enfin voilà, effectivement, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'explication sur comment c'est arrivé, mais effectivement beaucoup de temps passé. Une certaine rigidité aussi dans quand poster des photos, il y a des heures, il y a des moments, voilà. Tout ça, c'est vrai que c'est important. Et puis moi, je trouve que tous les jours, c'est bien. Comme ça, on rappelle un peu aux gens que tous les jours, on est là. Ah ouais. Mais si tu apprends du piano demain, ça prend du temps. Ouais, mais je peux m'en sortir pour 1 heure par jour, par exemple, le piano. Est-ce que je peux faire il y a plein de fois où c'est très peu de temps et parfois c'est les photos où je passe le moins de temps qui ont le plus de succès en fait, donc il y a vraiment 0 règle. Ouais. Mais tu es quand même à plus d'1 heure par jour. Pas sur les photos, enfin sur le tout en général, oui. Ouais, quand même, ouais. Piano et violoncelle à la fois. Oui. Si on veut écrire par exemple, des articles un peu complexes, Instagram, c'est pas la plateforme pro. Est-ce que
un article un peu complexe sur son blog, donc une photo, un petit résumé sur Instagram, possible d'attirer les gens justement vers le blog ou vers Facebook après. On n'est pas anti-blog et on n'a pas dit que le blog était mort, loin de là. Il y a d'autres canaux d'acquisition. Ce que l'on souhaite dire, c'est que, ce qu'on a voulu dire avant, c'est que Instagram était un média qui plaisait de plus en plus, d'ailleurs pour certaines cibles en règle générale, et pour certains types de produits. Sur des services, ça devient déjà plus compliqué. Et il y a d'autres canaux pour arriver à avoir des gens. Il y a un autre réseau social qui est YouTube, si on veut faire du conseil. On peut travailler l'écrit et donc travailler le référencement naturel pour être bien positionné dans Google et avoir des visiteurs. Mais effectivement, ce que les entreprises nous demandent de plus en plus, c'est de travailler avec des Instagrammeurs. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, effectivement, si on veut faire une analyse, je ne sais pas sur quel sujet en particulier. Sur la nutrition et des articles un peu scientifiques. Les articles scientifiques, effectivement, il faut écrire. La nutrition, l'article scientifique, il faut forcément écrire. Après, de mettre je sais pas, de faire un Instagram par exemple, de recettes en lien avec ça pour attirer. Ce ne sera pas forcément la première source, je pense. Si tu écris des articles longs et comment dire, documentés et bien fournis en texte, ton intérêt est de travailler le référencement naturel à mes yeux. Moi, je me permettrais une toute petite nuance. Moi, je sais que ce que tu dis, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, tu mets un petit résumé et puis en fait, après, avec les stories. Et je trouve que ton idée, moi, je trouve ça intéressant de se dire, je fais un truc plus accessible sur Instagram. Et s'il y a des gens qui veulent s'informer, ils peuvent toujours aller voir sur le blog. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, effectivement, ce ne sera pas le premier canal qui fera que, mais tu seras présent, du coup, sur le maximum aussi de réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, effectivement, pour plus d'informations. Facebook pour animer une communauté active en réponse aux questions, peut-être, et Instagram pour plus de la photo, pour attirer facilement. Après, sur Instagram aussi, tu peux quand même avoir un truc où tu peux vachement échanger avec les gens parce qu'il y a beaucoup de messages privés. Sur Facebook, je trouve ça un peu moins intuitif, en fait. Il y a des groupes privés sur Instagram, on peut faire comme sur Facebook avec des groupes privés. Non, c'est pas des groupes privés, par contre. Ce sera, alors à la limite, tu peux mettre ton compte en privé, mais c'est pas quelque chose que je conseille, surtout pour une entreprise. Vaut mieux être public. À la limite, les gens, ils viennent, ils s'en vont, et puis. En termes de rémunération, comment savoir si on donne de l'argent, clairement, parce qu'on est quand même sur un travail, ou si juste une invitation à un événement, c'est assez pour elle créer du contenu et nous avoir de la pub. Comment savoir au niveau des fourchettes d'abonnés, ou je sais pas comment c'est, si on rémunère ou non avec de l'argent? Alors, c'est souvent pro rata du nombre d'abonnés. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a 10 000 followers, oui, forcément, on peut déjà compter à peu près une centaine d'euros pour la photo. Voilà. Ou après, je te dis c'est le minimum en fait. Voilà. Après ça peut être plus. Comme je disais tout à l'heure, c'est totalement aléatoire. C'est-à-dire que si, pour moi en tout cas, je te parle là, c'est vraiment personnel. Si c'est bien présenté, si ça me donne envie d'y aller, je vais pas demander de l'argent parce que je me dis c'est trop cool et tout. Puis en plus, surtout quand c'est par exemple si c'est sur Rennes. Après, si c'est loin, si c'est un événement qui est plus loin, notamment, on parle d'événements, à la limite, le défraiement et de quoi dormir sur place, mais pas forcément, voilà. En fait, si c'est motivant, ça peut être gratuit, entre guillemets. Moi, je trouve que la formulation du mail fait tout. J'ai eu des choses hyper intéressantes qui m'ont été proposées, mais le mail était terriblement mal formulé. Et ça m'a pas du tout donné envie. J'ai eu l'impression que moi, je devais prouver quelque chose à la personne qui était en face de moi. Et c'est un peu vexant. Puis c'est une relation humaine, donc c'est-à-dire que si on envoie, comme je disais tout à l'heure, des communiqués de presse, des trucs barbants et que l'influenceur comprend que c'est clairement affiché que c'est un élément de votre business et puis presque un code barre et puis c'est pas grave, j'en ai envoyé en masse le truc ou à la rigueur changer le nom, effectivement ça va se sentir et en tout cas il y a une méthode pour communiquer avec les gens. C'est simple, il faut simplement être dans l'échange, dans l'empathie. Sinon, à partir de là, je pense que la relation commence assez mal. C'est déjà une base. Tout à l'heure, on parlait du ciblage thématique. Est-ce que, selon vous, une marque doit s'en tenir à son cœur de cible pour cibler son influenceur, influenceuse? Ou on peut se dire que la marque peut cibler différentes thématiques? Tant que ça se rapporte au produit. Oui, ça peut être transverse. Pour moi, la règle essentielle, c'est tant que l'influenceur aime le produit dont il va parler, ça va marcher en fait. Et même si, je prends l'exemple,
d'un influenceur qui va parler que de cuisine et là dans un billet il y a un truc, je sais pas, sur une crème mais qu'il est devenu complètement fou de cette crème, c'est un intérêt. Simplement parce qu'il va communiquer sa passion, quoi. Donc quelle que soit finalement la thématique de l'influenceur, la marque peut avoir différents influenceurs. Oui, ça peut être un peu plus transverse. Moi, ce que je recommande en règle générale, c'est de multiplier les influenceurs, pas faire avec un seul. Il vaut mieux avoir une large base d'influenceurs à communiquer, pas tous en même temps. Il n'y a pas 100 personnes d'un coup qui parlent de votre entreprise, mais il vaut mieux multiplier les influenceurs plutôt que d'avoir même un nombre d'abonnés égal cumulé. C'est-à-dire au lieu d'avoir 1 million, c'est comme isoler sa maison. Au lieu d'avoir un gros mur, il vaut mieux avoir plusieurs couches et ce sera beaucoup plus efficace. Oui, j'avais une question. À partir de combien d'articles on peut publier un blog? À partir de combien d'articles? Oui, bah oui. On peut créer un blog avec un article. Ah oui. Et, le mettre en ligne. Ah oui, sans problème. Ah ouais. Après, le référencement, c'est pas négatif, hein? Alors, pour le référencement, Google va regarder la régularité des publications. Donc, il vaut mieux en mettre un, puis un une semaine plus tard, puis un une semaine plus tard, et puis garder cette régularité, plutôt que d'en mettre 10, rien pendant 6 mois, enfin, ou rien pendant 1 mois. Voilà. Ça n'a pas d'importance, dans tous les cas, quand vous allez le lancer, ce ne sera pas lu. Oui, non, c'est sûr. Au tout début, en tout cas. Et c'est la régularité. Pour le référencement naturel, en tout cas, la régularité va compter, les mots-clés vont compter. Ouais, je pense qu'il fallait, pour mettre en ligne, il fallait déjà avoir justement suffisamment d'articles pour avoir suffisamment de contenu. Et voilà. Vous pouvez même le mettre en ligne sans rien. Hein. Ouais, là, il n'y aura vraiment personne. Bah, forcément, mais non, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Non, pour mettre en ligne, il n'y a pas de souci. Mais un seul, c'est bien. Déjà, c'est bien, ça ne fait pas vite. Mais puis derrière, régularité. C'est la première, si vous en avez rédigé 10, programmez-les, et puis voilà. Pour le référencement, en tout cas, je parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des heures et des jours, enfin des moments pour publier, ouais. C'est intéressant. Ça, c'est en fonction de chaque influenceur. C'est-à-dire que vous regardez vos stats et vous voyez quand est-ce que les gens sont les plus réactifs, ou il y a quand même des règles générales? J'ai envie de dire un peu général quand même. En fait, on ne se fie pas à nous, on se fie aux gens. Par exemple, il y a les heures de... Le matin, il n'y a quand même pas beaucoup de monde. À la limite, un petit peu, genre dans le métro avant d'aller au boulot. Le midi à la pause déj. À peu près vers 16h. Et surtout le soir. En fait, c'est plus les moments de vie des gens où ils ont un peu un espèce de creux où ils vont se dire bah tiens, je vais aller sur Instagram en fait. Mais après, moi, je suis pas du tout une référence parce que moi, j'y suis tout le temps, mais vraiment littéralement tout le temps, donc c'est assez terrible. Après, ça dépend aussi de la communauté qu'on a. Est-ce qu'on s'adresse à des professionnels? Est-ce qu'on s'adresse à des particuliers? Est-ce qu'on s'adresse à des lycéens gens qui ont une aussi. activité le week-end? Enfin, c'est très compliqué de répondre à cette question. À mon avis, il n'y a pas une règle. Sinon, tout le monde publierait tout le temps à la même heure. Oui, c'est ça. Pressé. Mais c'est ça. Hein. Toi, ça correspond à ton expérience. Moi, c'est ça. Après, voilà, c'est... D'autres questions? Ok, on va passer un petit peu à pourquoi communiquer avec les influenceurs. Est-ce que vous avez une raison de pourquoi on le ferait? Communiquer différemment. Oui, communiquer différemment, effectivement. Et peut-être plus authentique, justement. Ouais, plus authentique dans l'échange. Ouais. Est-ce que oui, autre chose? Oui. Ouais. Auprès de gens via un canal tiers, forcément ça rebondit sur un partenariat. Oui, toucher des communautés, effectivement. Est-ce que vous voyez d'autres raisons? C'est une sorte de bouche à oreille, quoi. Oui, c'est une sorte de bouche à oreille. Des raisons plus pragmatiques après? Se faire connaître. Oui, alors la première raison, c'est effectivement se faire connaître une marque qui démarre. Ça, c'est la première raison. Doper ses ventes. Si on a un e-commerce et qu'on communique avec 200 influenceurs dans l'année, garantie que ça va doper des ventes. Enfin, si le produit est bien. Si le produit est mauvais, ça va faire un bad buzz. On parlera de vous. Aussi. Il faut voir le bon côté des choses.
D'autres raisons? Sur les blogs, ça va être utilisé un temps pour faire du référencement naturel. C'est moins conseillé par Google, donc, puisque c'est un petit peu une petite magouille dans l'algorithme. Donc voilà. Mais pour du référencement naturel, ça a longtemps été utilisé. Alors on peut quand même communiquer en faisant des liens, ce qu'on appelle en nofollow. Ça veut dire que quand on publie quelque chose, le lien ne va pas rentrer en compte dans l'algorithme de Google. Et donc à partir de là, on ne va pas biaiser son le moteur de recherche de l'algorithme avec des articles qui auraient été sponsorisés. C'est surtout vrai pour tout ce qui est sponsorisé contre monnaie, contre argent. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse là-dessus. Quand il y a du contenu qui a été sponsorisé, vérifiez bien que l'influenceur a marqué contenu sponsorisé. Un, c'est la loi, et deux, Google n'aime pas, donc ça fait coup de goût. Ok, d'autres raisons? Ouais, l'image de marque. On peut aussi utiliser des influenceurs pour tester un produit avant vente, pour avoir un avis d'experts ou de conso experts entre les deux. Des gens qui sont assez informés pour pouvoir donner leur avis et en même temps qui ont la dimension consommateur. Il y a tout un tas de raisons en fait de communiquer avec des influenceurs. C'est rare qu'on ait uniquement la même raison. On peut, comme le disait Juliette tout à l'heure, on peut avoir des liens dans des liens pour traquer comment dire, les visites. On peut savoir un peu comment les gens viennent à nous. On peut également faire des concours pour gagner, donc du coup pour faire croître sa communauté, sa propre communauté de marque. Voilà, donc il y a tout un tas de raisons. C'est vrai que c'est souvent pas forcément évident de voir les raisons de communiquer avec des influenceurs, puisque c'est un truc un petit peu à la mode, et du coup tout le monde se dit tiens, faut que je le fasse. Mais la première question à se poser avant de le faire, c'est pourquoi je le fais. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Dans quel objectif je le fais? Parce que pourquoi je le fais va conditionner la demande que je vais transmettre à l'influenceur. Et donc ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus efficace. Vous n'allez pas faire la même campagne si vous vendez un produit ou si vous voulez améliorer votre image de marque. C'est relativement différent. Est-ce que ça vous semble assez clair jusque-là? Oui. Ok, super. Et maintenant, pourquoi? Alors, on a pourquoi et après comment? Comment communiquer? Est-ce que vous avez une idée de comment approcher des influenceurs? Par email, Excuse-moi. Par email, souvent sur Instagram, il y a des emails professionnels. Ouais, on peut les contacter en direct sur leurs réseaux sociaux ou par email. Sinon, après, voilà, le message direct sur Instagram. Ouais, message direct sur Instagram ou sur autres réseaux sociaux. Email, des fois, qui traînent à gauche à droite sur les blogs ou sur les réseaux sociaux. Certaines sur leur blog ont un lien partenariat. Il faut simplement cliquer dessus et remplir un formulaire. Il y a ça. Pour certaines marques, elles viennent à vous. Il y a des influenceurs qui vont vous proposer automatiquement, qui vont aimer en fait votre entreprise et qui vont se dire tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien parler de votre entreprise. Vous voyez d'autres solutions? Quand on a un compte Instagram, on reçoit des messages, alors c'est des choses qui sont payantes, c'est ça? Des gens qui vous proposent de rejoindre leur... Je sais pas, j'ai reçu des trucs comme ça, pas de rejoindre leur communauté, mais on a l'impression que c'est de rejoindre une communauté d'influence. On n'a pas trop compris ce que c'était comme mail, mais... D'accord, c'est peut-être des agences en fait qui envoient des messages privés pour... Voilà, mais après je pense que c'est payant. Si moi je veux les rejoindre, il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas, mais après, la plupart du côté temps, influenceur qu'on vous demande de rejoindre des plateformes, je pense. Parce qu'il y a une mode dans les plateformes web, c'est celui qui a la plus grosse liste d'influenceurs et qui va les mettre en concurrence.
Par contre, c'est rarement payant quand même. Non, c'est pas payant, je pense pas. Côté Non, non. influenceur, c'est pas payant. Côté Non, marque, non, c'est plus ça, oui, voilà. Côté marque, oui, c'est payant, mais rarement côté influenceur. C'est quand même relativement rare qu'un influenceur paye pour avoir un accès, hormis bien sûr des outils, tel un hébergement web ou autre, mais je veux dire, pour avoir accès à un service, quoi. C'est très rare. Et est-ce que vous faites une différence dans les types d'influenceurs? Non. On va pouvoir parler des différentes tailles et des différents types d'influenceurs. On a bientôt plus de batterie. Je précise qu'on a bientôt plus de batterie. Alors, c'est des chiffres qui sont, comment dire, ça n'a pas été géré par quelqu'un qui a dit, voilà, de 1000 abonnés à 5000 abonnés, ça s'appelle comme ça. Donc c'est très vague, mais je peux plus ou moins vous donner une espèce de fourchette, en fait. On a ce qu'on appelle les nano-influenceurs, qui sont en général de 1000 à 10 000 abonnés. Voilà. En sachant toujours que... oui, peut-être un peu moins. Mais c'est toujours compliqué de se dire à partir de quel moment je suis un influenceur. Il y a toujours aussi cette question-là de se dire... Nano, c'est la même de 0 à... Oui, voilà. Mais du coup, il faut quand même avoir une communauté à influencer, donc voilà. À 2, on a ça. Voilà, à 21, par exemple, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les nano-influenceurs. Donc souvent, on a quand même cet esprit un peu petite communauté où les gens sont proches parce que du coup, comme il y a moins d'abonnés, les gens sont moins aussi peut-être un peu intimidés par tout ça. Ça veut aussi dire qu'en tant que marque, on peut peut-être se permettre de se dire je vais t'offrir un produit et tu vas pouvoir en parler. Donc ça, c'est vrai que ça peut être pas mal pour une marque de cibler aussi ces personnes-là. Parce que, alors après, je dis pas, il y en a certains qui vont demander de l'argent, ce qui est normal. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu proche. Et ça, c'est pas mal quand on est une marque aussi. Et puis, il y a le côté aussi où ils sont toujours contents de recevoir des choses. Ils sont jamais blasés aussi, je trouve. Il y a un truc où les gens ne sont pas blasés. Micro-influenceurs. Parce qu'ils démarrent. Enfin, les nano-influenceurs souvent démarrent. Pour moi, on est vraiment de 0 à 5000. On est vraiment sur les gens qui démarrent, c'est pour ça qu'ils ne sont pas blasés en fait, ils sont hyper contents de recevoir des trucs. C'est un peu l'effet nouveauté, quoi. Et puis il y a une espèce d'enthousiasme. Quand ils sont harcelés par les marques quelques mois plus tard, ils deviennent des micro-influenceurs. Voilà. Les micro-influenceurs, donc tu disais de 5000, à peu près 5000. Moi j'aurais dit de 10 000 à 50 000, mais après... micro, je trouve qu'à partir de... Enfin, pour moi 50 000, t'es plus vraiment micro parce que quand même, ça fait quand même une grosse communauté, 50 000 personnes. Là, pour le coup, il va falloir pouvoir peut-être se dire que vous allez devoir débourser de l'argent en tant qu'entreprise. Parce qu'effectivement, ça touche plus de monde, donc forcément, il va y avoir quelque chose derrière. Un produit à forte valeur ajoutée. Oui. Ou alors se dire pas... que la contrepartie soit... équivalente, ouais. Est-ce que par exemple, les nano, c'est comme ça? Est-ce que c'est facile, mais genre, si on vend un produit qu'on distribue, donc pour quelqu'un qui est dans notre catégorie, on lui donne 5-10 produits distribués gratuitement à sa communauté. Ça, en échange, tu le distribues à sa communauté, tu le fais gagner, il fasse connaître le produit. C'est la forme d'un concours, ça, du coup. Ouais, voilà, ce format-là, tu peux de donner de l'argent. Oui, après... Après, comme disait Alexandre, honnêtement, ce qu'on conseille plus, c'est pas d'en donner plein à une personne, c'est d'en donner plein à plusieurs personnes, en fait. C'est d'en donner un à plusieurs personnes, en fait. 5 à un influenceur, 5 à un autre. En fait, je pense qu'il faut pas avoir ce... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire. Faut pas être radin. Faut se dire, voilà, derrière... Enfin, en gros, c'est pas donner plein de trucs pour donner plein de trucs, mais juste... Enfin, s'il y a de la générosité derrière, il y en aura aussi de l'autre côté aussi. Mais en règle générale, le web n'a rien de magique. Il faut absolument donner des choses pour recevoir des choses. En référencement naturel, si on ne donne pas de son temps pour produire du contenu, on aura 0 résultat ou très très peu de résultats. Dans les réseaux sociaux, si on ne donne pas de son temps, si on ne fait pas des belles photos, ou si on ne fait pas appel à un photographe, donc c'est un coût aussi, on n'aura pas des bons résultats, on aura des résultats moyens. Donc en tout cas, la production de contenu déjà à titre personnel sur ses propres réseaux quand on est une entreprise est importante. Et si on n'y met pas les moyens, à partir de là, ça va être compliqué. Donc il faut partir du principe que c'est pas parce que c'est numérique que c'est magique. Ça, c'est hyper important. Et forcément, quand vous allez faire un partenariat avec des influenceurs, vous êtes en face d'autres personnes qui dépensent, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de temps pour... alors par passion, mais c'est quand même du temps. Ce temps-là, ils ont construit des choses avec. Et donc effectivement, il ne faut pas que
ça paraisse dérisoire. Voilà. Alors, ceci étant, nous, on a eu des campagnes avec des gens qui donnaient de l'huile d'olive, alors, de l'huile d'olive ou du saucisson. Alors, saucisson, c'est bien parti. Et l'huile d'olive aussi, d'ailleurs, la même grande surprise. Mais parce que c'était des produits de qualité, de terroir, il y a un côté émotionnel fort. Enfin, il y a de nombreux paramètres qui rentrent en compte dans la contrepartie. Énormément de paramètres. Effectivement, donner du saucisson à n'importe qui va l'accepter, presque n'importe qui va l'accepter à bras ouverts, mais en fait, donc, vous voyez, la valeur d'un saucisson, c'est pas un seul saucisson, il y en a plusieurs. La valeur de plusieurs saucissons, c'est pas 200 €, c'est pas 300 €. Donc on peut le faire. Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est accessible à tous et à toute taille d'entreprise. C'est quand même aussi quelque chose qui est à mettre en avant, contrairement à des encarts dans de la presse ou autre. On peut vendre du saucisson et de l'huile d'olive. Si le produit déjà est bon à la base, forcément, il n'y a pas forcément besoin de rajouter de l'argent derrière. Maintenant, on va être une entreprise un peu plus connue, on va avoir un peu plus de moyens. Forcément, l'influenceur n'est pas dupe et va se dire bah, là, on n'est pas sur un mec qui démarre. Ces gens ont quand même la possibilité d'avoir un budget pour ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de bon sens quand même. Il y a beaucoup de bon sens. Et il y a du bon sens et c'est une relation humaine. Donc forcément, comme toute relation humaine, ça va dépendre du feeling qui va se créer entre vous et l'influenceur. Mais du coup, de votre côté aussi, rien n'est magique. Ça demande du temps, parce qu'il faudra aller voir chacune, créer une vraie relation, une vraie communication avec. Et il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Et derrière, oui, on peut imaginer donner un produit, et puis après que cette personne-là puisse proposer en concours à ses abonnés d'autres produits à donner pour qu'ils puissent les tester. Effectivement, c'est une possibilité. Voilà. C'est vrai que quand je disais de pas être... Enfin, c'est terrible de dire pas être radin, mais ça veut pas dire qu'il faut que ça coûte cher, en fait. C'est juste, voilà, se dire qu'effectivement, le coût du saucisson, c'était rigolo. Mais non, voilà, juste, voilà, pas se dire, je vais pas lui donner grand-chose, tu vois. Il y a toujours un truc derrière de... Faut quand même... voilà, si vous voulez que la personne puisse quand même créer un contenu... Oui, non, mais c'est vrai. Alors que, je sais pas moi, un produit détergent avec 100 €, ça paraîtra pas généreux. C'est pas, oui. En fait, le prix, voilà, le prix n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Si votre produit n'est pas passionnant, il va falloir quand même c'est ça. derrière. Oui, c'est émotionnel. Encore une fois, voilà, c'est ça, c'est beaucoup d'empathie aussi, donc. Concrètement, lancez-vous dans le marché du saucisson. Du coup, attends, on était sur les micros, oui, du coup. Alors, moi, j'ai un gap entre 50 000 et 100 000 abonnés, c'est-à-dire que je sais pas trop comment les appeler. En revanche, à partir de 100 000, on peut partir sur des macro-influenceuses, donc sur des personnes qui ont énormément d'abonnés et énormément d'influence quand elles sont très proches de leur communauté. C'est un détail important. Oui. Nous, on a la chance d'en avoir une à Rennes qui s'appelle Jody et qui a réussi à en faire un métier et qui est super. Et je la prends comme exemple parce qu'elle a juste apporté un truc pour que tout le monde ait envie de la voir. Et ça se voit dans ses commentaires, ça se voit dans les liens qu'elle met aussi. Je pense à une autre qui s'appelle Diane qui... parfois poste des coups de cœur qu'elle peut avoir sur des sites internet et en fait ça part en rupture de stock. Voilà. Et avant qu'elle ait pu les acheter. Donc c'est le moment où elle engueule un peu sa communauté. Mais voilà, il y a des gens qui ont cette force-là de pouvoir en faire vraiment réussir à mettre en rupture de stock un produit, c'est quand même un tour de force assez incroyable. C'est une véritable influence. C'est fou, hein. On est sur l'influence de masse. Parce que si vous provoquez une rupture de stock, alors sauf si les stocks sont de petits produits, mais si vous voilà, c'est pas là, c'est vraiment des très grosses marques. C'est pour ça que je dis ça. C'est que vous avez réellement une influence sur le comportement d'achat. En fait. C'est super chouette parce qu'après, je repense à Diane, c'est vrai qu'elle poste, après elle reposte des photos dans ses stories des gens qui ont acheté la même chose qu'elle et pour elle, en fait, c'est juste hyper gratifiant en fait. Et je prends ces exemples-là parce que c'est des personnes qui sont extrêmement humaines et qui pensent à leur communauté avant tout, quoi. C'est quand même un des rares cas où
ou comment dire, où une femme ne vous en voudra pas d'avoir pris la même chose que Oui. qu'elle. C'est vrai C'est quand que... même assez rare pour utiliser, alors que c'est des millions de personnes ou des milliers de personnes qui peuvent le prendre. J'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, ouais, c'est vrai que... Du coup, voilà, elles sont... Le paradoxe. sont habillés, voilà. Mais ça fait, en fait, c'est une forme de confiance en fait de pouvoir acheter. Enfin, quand quelqu'un achète la même chose que vous, c'est vraiment une forme de confiance de se dire, bah, j'ai vu aussi une autre fille qui est de Nantes qui avait proposé un code promo pour des produits de beauté. Et il y a quelqu'un qui lui a envoyé une photo. Elle a acheté toute la gamme, c'est-à-dire 20 produits, et elle a tout acheté d'un coup. Donc effectivement, c'était assez impressionnant. En fait, pour bien comprendre, on se retrouve, je ne sais pas si vous avez déjà vu des comparateurs de produits, des gens qui font des tests sur notamment du matériel, ça peut être du matériel informatique, ça peut être des crèmes, ça peut être plein de choses. On a des gens qui font vraiment des études scientifiques, des trucs bien pragmatiques, en disant voilà, ou même un téléphone portable, là, qualité de la photo, qualité machin. Là, en fait, comme on est sur des gens qui sont conso experts, il y a une dimension émotionnelle supérieure à ça. Et donc, peut-être que le produit sera techniquement, dans ses compositions, enfin bref, pas celui qu'un expert scientifique approuverait, mais comme il est aimé et qu'il y a un côté émotionnel en plus dessus, bah en fait, pour moi, c'est quelque chose un peu amélioré parce qu'on mélange un peu le pragmatique et l'émotionnel, et donc du coup, on a des avis qui sont simplement des coups de cœur, et c'est beaucoup plus fort en fait. Oui, puis un coup de cœur, en fait, c'est difficile à expliquer. Donc, en fait, on nous demande, quand tu as un coup de cœur, on ne te demande pas pourquoi. Enfin, tu expliques un peu pourquoi, mais finalement, c'est vrai que tu n'as pas vraiment besoin de te justifier, en fait, sur pourquoi tu aimes le produit. Donc voilà. Pour revenir, ouais, du coup, sur les macro-influenceuses, il faut avoir un budget assez important, quand même. On commence quand même à 1 000 € la photo. Hein. Donc c'est des prix maintenant qui sont diffusés maintenant un petit peu au-delà des entreprises, c'est-à-dire que les gens commencent à comprendre qu'effectivement ça coûte un peu cher. Mais soyez pas étonnés effectivement si les gens sont choqués, ou si vous êtes choqués, ça ne m'étonnerait pas, parce que voilà, c'est vrai que c'est... Oui, c'est ça, oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de publicité en fait, qui parle directement au consommateur, et sans avoir... en vrai, on est quand même dans une période où les gens regardent moins la télé, c'est-à-dire qu'en termes de pub, on regarde quand même un peu moins, et on va plus se tourner vers le consommateur. Moi, personnellement, si j'ai envie d'acheter une palette de maquillage, je ne vais pas aller voir la pub à la télé. Je vais aller voir telle nana que j'aime bien, est-ce qu'elle l'a testée, est-ce qu'elle l'aime bien, oui, ouais, je l'achète. Voilà, c'est aussi simple. Et d'ailleurs, c'est pas des choses opposables, c'est-à-dire qu'on peut mettre un gros budget sur quelqu'un qui a beaucoup plus de 100 000 abonnés, beaucoup d'influence, et aller voir des micros derrière. Je pense que moi, la qualité est sur le micro, et du coup, on peut aller voir et multiplier les micros derrière. Donc pour moi, les deux stratégies sont cumulables. Mais si on dit qu'une campagne, une vraie campagne avec un vrai budget, on est sur 10 000 à 15 000 €, c'est le prix d'un gros salon professionnel sur Paris. La question à se poser, c'est est-ce que ça en rapportera la même chose à peu près. Enfin, il faut comparer à des choses un peu plus comparables dans la vie d'un entrepreneur, et voir si c'est effectivement si c'est quelque chose de possible. Alors forcément, là, du coup, on n'est plus dans des choses accessibles à des créateurs à mes yeux. On est vraiment sur des marques un peu plus établies, qui ont un vrai budget de communication, et qui décident d'enlever les 50 000 € qu'ils mettaient dans la publicité TV pour les mettre ailleurs. Enfin voilà, on est vraiment dans ce type de marque. On peut aussi avoir un rayonnement plus local. Une entreprise peut vouloir travailler avec des influenceurs qui sont plus... un rayonnement plus, je sais pas, Rennes... Possible avec ville, chez nous, possible avec ville. Oui, on parlait des canaux différents, des critères différents, effectivement. Par exemple, si vous êtes une boutique sur Rennes, c'est vrai que vous n'allez pas aller cibler des gens sur Paris, ou alors, peut-être une qui va décider... Ou alors, dans ces cas-là, il faudra l'inviter en week-end à Rennes. Une Bretonne à Paris. Oui, une Bretonne à Paris, oui. Sinon, ou alors, il faudra carrément l'inviter à Rennes, payer l'hôtel, enfin, voilà. Il faut penser aussi à un truc où vraiment faire venir les gens, ça peut marcher. Mais effectivement, si on parle vraiment d'une entreprise, notamment sur Rennes, à la limite, faire un événement, offrir des produits, et voilà, c'est bien déjà. Mais pour le e-commerce, on peut cibler sur le national. Ah oui, sans problème. Non, c'est la différence effectivement avec le e-commerce. Ouais. Le e-commerce peut vraiment être large. Oui. C'est pour ça que tu disais effectivement prendre
prendre par exemple, je sais pas, 2 macro-influenceuses à 250 000 abonnés, et puis après plein de petites micros. Donc ça, tu es à la fois chez les grandes, et du coup, il y aura une espèce de... Enfin, c'est classe, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, enfin voilà, être chez des filles qui se disent, bah voilà, je porte ça, c'est trop bien, c'est des nanas qui ont tellement d'influence que, comme je disais tout à l'heure, dès qu'elles ont un truc, tout le monde veut le même. Donc ça, c'est bien. Et puis les micros, du coup, pour avoir un truc plus proche où du coup, il y a quelque chose de plus simple, en fait, dans la relation, parce que, déjà, elles n'ont pas 200, 300 commentaires sous leurs photos auxquels elles peuvent répondre, quoi. De gros et de son petit. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Oui. Hormis, pour les types d'influenceurs, hormis le nombre d'abonnés, en fait, à partir de quel moment on peut dire que c'est un influenceur? Parce qu'en fait, il y a des millions de gens en fait, qui utilisent Instagram en France. Donc à partir de quel moment on peut dire, ah bah elle, c'est une influenceuse ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent en scène dans leur vie. Donc à partir de quel moment on peut dire, il est intéressant pour un marque, c'est un influenceur, hormis le nombre d'abonnés? C'est hyper complexe. Ouais. C'est hyper complexe. Il n'y a pas de règle. Clairement, il n'y a pas de règle. De plus en plus de monde veut être influenceur. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont pas d'endurance. Je parle dans la rédaction, on disait que c'était beaucoup de temps tous les jours. Comme le qui seront plus présents sur faire une chose si on n'est pas régulier. Et donc le gros problème, c'est avant même de savoir à partir de quand, c'est de trouver des gens endurants. Ça, c'est la première question à se poser. Comment on fait pour savoir que c'est endurant? Parce que quand on est on regarde l'ancienneté. On regarde l'ancienneté, c'est-à-dire que si la personne est là depuis 3 mois, laissons-lui sa chance. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas influenceur un jour. Oui, c'est ça. Mais pour moi, 3 mois, on n'est pas influenceur. On se lance, on démarre, on fait ça par passion. Il faut faire ses preuves, quoi. La régularité aussi, dans les posts, ça c'est des choses en plus, à chaque fois il y a les dates, donc on peut regarder en fait. Quand il poste, si par exemple il y a quelqu'un qui ne poste pas pendant genre 2 mois, effectivement... Ensuite, la relation avec sa communauté. Oui. Si on voit qu'il n'y a pas de commentaires, si on voit que la personne est snob, s'en fiche. Déjà, quelqu'un qui veut être influenceur et est snob, ça part mal quand même. Puisque pour avoir une relation avec une influence, une communauté, il vaut mieux être dans l'empathie et dans la communication. Sinon, ça se retournera forcément contre elle. On a quelques exemples en tête, même de gros influenceurs au final qui ont fini un peu par être snob et ça s'est retourné contre elle. Donc c'est ça déjà. 1, la durée. Voir dans cette durée si la personne a été endurante et si elle a une bonne relation. Après, la taille, pour moi, ça vient à la fin. Et le ratio like aussi, éventuellement. Ouais. Moi, j'aimerais bien ajouter juste un dernier truc. En tant qu'entreprise, il faut aussi un truc super important, il faut que vous l'aimiez bien, en fait. Faut que même si c'est pas quelqu'un qui a énormément d'abonnés, si c'est quelqu'un qui vous touche, si c'est quelqu'un qui fait des photos que vous trouvez super. Et je trouve que c'est hyper important. On parlait de relations humaines, mais effectivement, je trouve que c'est bien. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est juste hyper basique. Mais tu as raison de le dire parce que ça n'est pas pour tout le monde. Et en règle générale, dans la vie, c'est bien d'avoir... Ça peut être un luxe pour certains, ça dépend des situations financières de chacun. Mais c'est quand même bien de travailler avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Si on a des clients qui partagent pas nos valeurs, qui sont pas sur la même longueur d'onde, en règle générale, déjà, il faut mieux arrêter la relation. C'est un point de vue personnel. Et donc, c'est pareil quand on fait de la communication avec des influenceurs. Si c'est pour simplement faire une action de communication, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut retenir quand même de tout ce qu'on dit, c'est empathie, on est sur des gens qui sont passionnés, c'est un peu comme si vous alliez voir un artiste, vous voyez ses œuvres d'art, et puis je vais mettre un petit autocollant là-haut, ok, ça va être sympa, je te donne rien, et je te tape dans le dos, ça te fera de la publicité. Ça te fera de la pub. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit dans le graphisme, c'est hyper fréquent, tu fais un logo, ça te fera de la pub. C'est... comment dire? C'est pas une relation donnant-donnant. C'est juste de la considération, c'est même pas de l'argent, c'est de la considération. Et donc, pour bien comprendre quand même les influenceurs, en plus on est sur des générations relativement jeunes et qui apprécient de donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, si derrière on arrive avec ces gros sabots purement de marketeux et qu'on se dit, bon allez, c'est tant de likes, c'est tant de machin, je veux tant de résultats, c'est sûr qu'on va se prendre une porte, quoi.
Ou alors ça va être oui pour 3 000 €. Oui, c'est ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est super intéressant. Merde, attends, je vais pas réussir à retrouver. Oui, on parlait de aimer la personne que vous avez en face de vous. C'est vrai que tu disais effectivement juste choisir quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'abonnés, mais qu'en fait vous partagez pas ses valeurs, vous trouvez que son contenu il est pas beau, mais juste vous vous dites en termes de chiffres c'est bien. Effectivement, ça marchera pas sur le long terme en fait. Parce que après je dis ça, moi je vais personnellement dans un peu un monde de bisounours, c'est-à-dire que moi c'est comme ça que j'aime bien qu'on me parle. Après moi dans le travail, je me rends bien compte que y a des filles, si je les tutoie, ça passe pas. Donc, encore une fois, c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont vraiment en faire... Du coup, c'est un business, carrément. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en face de nous, on a des petites nanas qui ne savent pas trop, qui font des petites photos devant leur miroir. En fait, non. En fait, c'est des filles qui savent exactement comment quantifier, combien te dire directement combien il faudra les payer pour telle ou telle chose, qui ont déjà, en fait, des budgets préétablis, plus ou moins. Et... oui, c'est ça. Et vraiment, des nanas qui sont business. Et c'est pas une mauvaise chose. Juste, effectivement, savoir adapter son discours. Ça m'est arrivé de tutoyer dans des mails au début. Parce que je pense que, parce que moi, je les connais et je sais que, on a le même âge, mais elles ne savent pas. Et du coup, elles me revoient derrière. Et je sais que, du coup, il faut repartir là-dessus. Et ça peut marcher. Autant le tutoiement, ça peut marcher très bien. Et j'ai eu des mails hyper cool. Mais il y a des fois où ça ne fonctionne pas trop. Donc vraiment, réussir à s'adapter à la personne que vous avez en face. Et pas partir du principe que ça va, elle fait juste des photos devant son miroir, c'est bon quoi. Voilà. C'est des nanas qui savent exactement ce qu'elles font en fait. Tout simplement parce qu'elles sont harcelées par je sais pas combien de mails tu penses pendant une journée. Mais... moi je suis une toute petite partie, donc je compte pas vraiment là-dedans. Mais, non, mais beaucoup de communiqués de presse. Hein. Les communiqués de presse, c'est une horreur. Enfin, déjà, oui, c'est un enfer. Jamais à communiquer de presse. Alors, il y en a qui sont intéressants. Je dis pas qu'ils sont... Mais alors, quand tu reçois un mail vide, avec juste un PDF dedans et que t'as rien, bah non. Là, moi, je le lis pas, je le supprime direct, en fait. Je vais même pas lire le titre. Oui. Mais enfin, ça vaut pas un... D'ailleurs, même nous, on nous confond des fois avec des influenceurs. On nous envoie direct le communiqué de presse. On nous envoie direct le truc. J'aime bien ton blog. Donc en fait, on voit bien qu'on est dans les masses, même des concurrents qui nous envoient des trucs. Tu veux pas rejoindre ma plateforme? Comment dire? Rejoins ta plateforme? Comment on fait? Donc voilà, quand on voit que c'est pas ciblé, pareil. Vaut mieux passer du. Encore une fois, c'est passer du temps. C'est passer du temps. Et d'ailleurs, on a eu un rendez-vous en décembre avec une très grosse marque française et c'est une très grosse marque, il n'y a qu'une personne à gérer l'influence. Et ce qui était assez fou, c'est que cette personne voulait absolument... Enfin, c'est fou. Dans le bon sens du terme. Oui. Quand je dis fou, c'est dans le bon sens du terme, mais surprenant. C'est qu'elle voulait garder la relation avec les influenceurs. Et donc, c'est un des problèmes qu'elle avait avec les plateformes, c'est que elle pouvait perdre la relation. Et pour elle, c'est hyper important de les connaître, c'est une sorte de réseau, en fait. C'est une sorte de réseau professionnel. Et comme tout réseau professionnel, c'est bien de connaître l'interlocuteur qu'on a en face de nous, tout simplement. Voilà. Est-ce que les deux? Ouais, pour contacter l'influenceur, si on sait qui on veut contacter, est-ce qu'il y a un avantage de passer par l'agence ou finalement on peut vous bypasser et aller directement voir l'influenceur? Alors, pour être totalement transparent, notre avantage à nous, c'est qu'on va faire gagner du temps aux gens parce qu'on va pouvoir te trouver 10, 15, 500 influenceurs d'un coup. Okay. 500, ça va être un bon budget. Oui. Mais on peut trouver plusieurs. L'avantage à nous, c'est qu'on fait l'isolation. Si tu as une personne en tête, une seule, passe pas par nous. Clairement, passe pas par nous. C'est pas intéressant. Nous, on est intéressant sur la masse. Okay. Sauf si... vraiment, t'as peur de te craquer, mais bon, si tu y vas vraiment en mode honnête, comme on t'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison. Quoi. Tu y vas directement si tu connais l'influenceur à la base. Voilà. Notre intérêt à nous est vraiment, tu as un site de e-commerce, tu veux 100 influenceurs, un planning de publication sur toute l'année, là on te met ça en place et tout roule en fait. C'est ça notre intérêt. Ouais, il n'y a rien à gérer en fait derrière, c'est nous qui gérons. Et du coup, on assure une partie de la relation et de l'humain. Et d'ailleurs, on peut même en laisser. Voilà. On a plusieurs degrés et on voit ce que nos clients veulent garder en relation ou si vraiment,
parce qu'ils sont maladroits, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils ont peur de faire une boulette ou autre, ils veulent qu'on garde la relation avec les influenceurs, dans ce cas on le garde. Mais si c'est une seule influenceur, vas-y toute seule. Okay. Parce qu'en termes financiers, travailler avec une agence, comment ça se passe? En termes financiers, on va voir ton projet, on va analyser le projet, mais ça démarre sur une petite entreprise qui débute, on peut être à 200-300 € de commission pour une dizaine d'influenceurs. Donc on est sur des budgets. On a voulu faire les choses accessibles pour les petites entreprises. En one shot. En one shot. Maintenant, si on prend 100 influenceurs, ça reste un one shot, mais qui est étalé dans l'année. Faudra les étaler, ouais. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Et oui, en one shot. Après, on peut faire des abonnements si les gens veulent 10 par mois, machin, bref. Il y a plusieurs formules. Mais ça permet à des gens qui vendent sur Internet du saucisson de pouvoir en envoyer. Et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Pas les deux en même temps. Mais... Non. C'est des repas tièdes. Oui. Photographe professionnel, est-ce que vous avez, comment est-ce qu'on peut reprendre contact avec vos blogueuses ou avec est-ce que vous êtes photographe? Alors, vous êtes photographe et vous voulez rentrer en contact avec les blogueuses pour leur proposer vos services? On peut diffuser une annonce chez nous. Et il y a mon collègue longtemps que je connais bien, qui faisait aussi des vues avant. Donc toi, je me demande s'il travaille avec vous et comment ça se passe. Et je sais que je disais Antoine, j'avais pas souvenir d'avoir embauché un Antoine. Je connais François qui était vidéaste avec son collègue. Je me demande si vous travaillez avec lui ou est-ce que vous avez un petit trait que vous fournissez à vos blogueuses ou blogueurs. On avait essayé des choses. Ce qui est compliqué, c'est que notre communauté, elle est nationale, plus Belgique, enfin les francophones, pas trop le Canada, mais sinon les francophones. Et donc, il faut avoir un photographe qui aime bouger. Voilà. Après, on peut diffuser une annonce, on facturera que l'annonce et puis tu verras qui répond. Ça peut être ça. Parmi vos blogueuses qui sont 500 membres, qui sont principalement en Bretagne, en France, à l'étranger, est-ce qu'on peut les voir, les visages, est-ce qu'on peut voir qui sont ces personnes pour découvrir un peu l'idée du concept? Parce que le nom en chiffres, c'est intéressant, mais après, est-ce que c'est principalement sur Rennes ou est-ce que ça peut être en Allemagne ou ça peut être en Europe? Non, on ne voit pas de visage. Non. Ce sont des anonymes. Elles sont... Comment dire, quand on cherche un mannequin, on peut souvent voir les personnes qui sont proposées par mais c'est pas la même chose. Nous, on ne vend pas du physique. L'idée, pas c'est physique, mais non, je plaisante. ces personnes. En fait, on n'est pas agent sur cette partie de la communauté. On n'est pas agent. Les personnes qui adhèrent chez nous n'ont pas donné non plus leur accord pour qu'on les utilise à titre publicitaire. Donc il est hors de question de les afficher, parce que c'est pas dans le deal initial. Ensuite, on n'a pas non plus intérêt à ce que les gens prennent notre liste et puis aillent contacter les gens un par un. C'est pas non plus notre intérêt, puisqu'on n'a pas d'exclusivité avec elles. Et par contre, je peux te répondre sur le côté breton. En Bretagne, on doit avoir, sur elle, on doit avoir une dizaine de personnes. En Bretagne, on doit avoir 30 personnes. C'est l'idée. Si on compte Nantes en Bretagne, tu vas faire des débats. Ouais. On peut encore rajouter du monde. Mais bon, ça là, c'est... Puis si on compte Bordeaux en Bretagne, on a encore beaucoup plus de monde. Je suis très extensionniste. On a déjà eu des demandes, honnêtement, elles aiment bien prendre leurs photos elles-mêmes. Ce que j'allais dire, en général, chacun se débrouille. Et, après, il peut y avoir peut-être des fenêtres, mais honnêtement... Pour un truc artistique, peut-être une séance. Oui, voilà, mais... Ou alors, il faut se baser sur des filles qui débutent et qui peut-être n'ont personne dans leur entourage pour prendre les photos. Mais du coup, si c'est dans le but d'être plus visible, il n'y aura peut-être pas cette visibilité pour toi, en fait. Parce que si c'est des filles qui débutent... je pense qu'il y a toujours possibilité de pouvoir les contacter. Après, faut tester. Moi, je diffuse une annonce et puis on voit ça. J'ai pas d'autres... C'est elle qui décide. C'était pour savoir si vous avez un photographe attitré ou c'était...
Ah non, on fait pas de photographie pour elle. C'est pas nous, ouais, non, Ce c'est que pas l'on nous allait qui faire, gérons. À un moment donné, c'est qu'on avait mis un studio à leur disposition et ça n'a pas pris. Un studio pour filmer, pour faire des vidéos avec un fond vert et tout ça, et ça n'avait pas pris. Donc je sais pas, enfin voilà, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. À tester. Comme tous à tester. J'ai vu une main. Moi j'ai une question en fait parce que je me dis si moi en tant qu'entreprise je vous contacte demain parce que j'ai besoin de faire de la publicité sur mes produits, donc vous faites appel à votre communauté, mais comment, enfin votre communauté, à vos blogueuses, si moi je peux pas voir, pas leur visage mais leur travail par exemple, comment je peux savoir si elles vont correspondre à mon produit? Parce qu'après on parle du prix. En fait, quand vous dites on peut donner de l'argent, il ne faut pas être Alain, la phrase que vous avez dit tout à l'heure, ce qui me dérange pas. En fait, au fond, en tant qu'entreprise, moi je vois plus en fait, la problématique de l'entreprise où j'ai un budget défini. Bien sûr. Mes publicités, c'est du multicanal, donc c'est-à-dire que je n'ai pas un seul canal de distribution, j'ai différents canaux. Et du coup, je me dis, mais en fait, cette personne-là, moi, lui donner de l'argent, au contraire, comme vous dites, c'est une passion, mais c'est aussi un travail, elle y passe du temps, donc c'est normal. Mais il faut que je sache aussi ce qu'elle est capable de faire, son travail, pour pouvoir juger combien aussi je veux la payer, parce que j'ai un budget à respecter. Et il y a des choses comme ça, comment ça se passe en fait parce que si c'est elles qui choisissent, excusez-moi, si vous avez dit c'est elles qui choisissent en fait, si elles ont envie ou pas, mais moi aussi j'ai besoin de savoir en fait si j'ai envie de les avoir ou pas. C'est pas une pochette, c'est pas une pochette surprise du tout, c'est-à-dire que vous savez quand même avec qui vous travaillez. Ouais, je vais expliquer notre concept, je vais réexpliquer notre process. Notre fonctionnement à nous, effectivement, c'est pas d'imposer les choses, c'est juste de partir du principe que pour avoir un bon partenariat, il faut que la blogueuse, à la base, vous ait choisi. Mais comment ça fonctionne? Chez nous, on a une triple sélection. Première sélection, c'est pour rentrer chez nous, donc avec les critères qu'on a vus tout à l'heure qui sont totalement subjectifs. Deuxième sélection, c'est quand on diffuse une annonce, mais là, on peut vous conseiller sur la rédaction d'annonce et on la fait ensemble. Cette rédaction d'annonce, du coup, on l'optimise en fonction des objectifs que vous avez, ensemble. On la diffuse. On la laisse ouverte un certain temps, généralement une semaine. Durant ce laps de temps, des influenceurs vont répondre à cette annonce. Si vous en voulez 10, c'est qu'on en a 50 qui ont répondu, on fait nous, notre sélection à nous, dedans, en fonction de vos critères, donc il y a notre œil. Et dernière sélection, on vous envoie, vous nous dites, celle-ci je sens pas, bref, pas de justification plus que ça. Et on revoit la sélection, on en reparle ensemble, jusqu'à ce qu'elle vous convienne, et lorsqu'elle vous convient, on valide. C'est vous qui avez le dernier mot en fait. C'est tout le temps vous qui avez le dernier mot dans tous les cas. On n'imposera personne. Donc en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas leur agent, mais vous êtes comme en fait l'intermédiaire, une agence intermédiaire entre les entreprises et entre les influenceuses. Pour bien comprendre notre ADN, nous, Insaniam, on est une entreprise de conseil en stratégie. On accompagne des clients sur la stratégie digitale, du référencement naturel, réseaux sociaux, inbound marketing et tout ça. Donc on a cette casquette orientée entreprise. Et en même temps, on a dans l'équipe des influenceurs qui ont aussi cette vision-là. Donc on a un mariage entre les deux et on est à même de pouvoir avoir les deux visions et de pouvoir dire autant à l'influenceur non là tu déconnes, autant à la marque non là tu déconnes. Voilà. C'est aussi notre rôle. On a un rôle de conseil des deux côtés. Puis s'il faut que vous travaillez avec un budget précis, on peut aussi s'adapter. Si vous, ça peut pas dépasser. Et après on dira c'est possible, c'est pas possible, voilà ce qu'on peut vous proposer. On a un vrai rôle de conseil, dans les deux sens. Vous êtes basé à Rennes? On est basé à Rennes. Oui, et appelez le nom de votre agence. Et est-ce qu'au moment de la... Non mais Insaniam. Insaniam, I-N-S-A-N-I-A-M. Et moi je poursuis ce que vous dites. Au moment de la sélection, donc on comprend bien qu'il y a une sélection. Est-ce qu'au moment de la sélection, donc l'entreprise elle peut voir à qui elle a affaire? C'est-à-dire les blogueuses qui répondent à leur travail. Il y a les liens vers chaque réseau social. Oui. Il y a des stats même de leurs followers. Ouais, il y a les liens, donc on peut voir, on voit leur support. Ah oui, d'accord. Et
Il y a les noms, il y a les pseudos. Enfin, oui, on n'envoie pas une liste anonyme. Oui. Non, non, il y a tout. Sinon, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pour que le. Avec... Enfin, il y a un moment donné, il faut que ça matche. Oui, oui, avec des stats. Oui, mais de toute façon, si ça ne matche pas, ça ne sert à rien de le faire. Ouais. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure aussi, mais c'est une relation de long terme en fait entre. C'est pas juste une promotion un jour J, c'est aussi quelqu'un qui adhère au produit, qui aime ce que fait l'entreprise et qui va. Donc, du coup, est-ce que vous redisiez aussi tout à l'heure, vous aviez eu un problème avec une cliente qui justement elle veut garder une relation avec ses Instagrammeurs, je crois que c'est ce que vous avez dit, oui. qu'elle avait du mal justement à garder contact. Oui. Est-ce que une entreprise qui travaille avec vous va travailler plusieurs fois avec vous pour justement garder ses contacts avec ses Instagrammeuses, vu que c'est une relation, on va dire, sur long terme, ou c'est juste du one-shot une fois et après... C'est aléatoire, ça dépend. On s'adapte, on est hyper agile et on s'adapte à la demande de nos clients. Et on disait du coup, vous posiez la question sur... ça m'est sorti de la tête. Première partie de question. Oui, alors on disait relation long terme, en fait, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous voulez juste faire un one-shot, bah, c'est cool, si ça se passe bien, tant mieux. Il n'y a pas d'obligation de se dire, bah voilà, je vais devoir lui envoyer des produits tous les mois maintenant jusqu'à la fin de... Il n'y a pas de problème sur ça, un one-shot, ça peut fonctionner très bien et ça peut être très cool aussi. Après, effectivement, pouvoir rester ouvert au fait que bah, peut-être vous n'êtes pas à l'abri qu'elle revienne vous voir en disant hey, « j'ai trouvé ça vachement bien, est-ce qu'on recommence ?» quoi. Donc ça peut être bien. Et pour rebondir sur le fait qu'effectivement notre cliente voulait avoir encore les liens avec les personnes avec qui elle travaillait, en fait, c'est pas en soi un problème. C'est-à-dire que c'était vraiment pour elle, c'était tellement important. C'est même ce qu'on préconise. Ouais, vraiment. Et en fait, ça nous a surtout surpris parce que elle nous racontait aussi que bah, du coup, ça lui prenait quand même beaucoup de temps. Mais malgré ça, elle voulait quand même garder. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que là, il y avait une personne pour une entreprise très grosse. Il y a une très grosse entreprise. Et une personne pour une entreprise très grosse qui veut garder la relation avec une communauté énorme, c'est assez surprenant, c'est juste ça. Et surprenant, mais dans le bon sens du terme. Oui, oui. On a trouvé ça hyper quali, c'était pas quelqu'un qui raisonnait forcément chiffres, elle raisonnait relations humaines et tout ça. Et pour des entreprises assez importantes, c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir des groupes conséquents. Et je trouvais ça vraiment assez top. C'était un rendez-vous qui était très intéressant du coup. Est-ce que vous avez une autre question? Les filles sur les tailles Oui. Bah après, quand ça passe à 1 million... Ah, je vais faire juste une parenthèse. On parle beaucoup de... Alors, il y a les influenceuses qui sont les gens de tous les jours, j'ai envie de dire. Je voudrais juste faire une parenthèse sur les influenceurs de télé-réalité. Voilà, donc je vois des sourires un petit peu. On nous en parle souvent. Oui, on nous en parle beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut appliquer les mêmes critères qu'aux influenceuses normales. C'est-à-dire, est-ce que le contenu est qualitatif? Est-ce que poser avec un paquet de bonbons à côté de sa tête, c'est qualitatif? Et voilà. Alors, après, c'est sûr qu'il faut penser qu'elles touchent énormément de monde, ces filles-là. Ces garçons-là aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi de garçons de télé-réalité. La question, c'est est-ce que cette cible, qui est quand même très jeune, correspondra à votre produit? Voilà. Par exemple, je parlais des bonbons. Effectivement, les bonbons, je pense que si on cible des gens qui ont à peu près 15 ans, enfin, je pense qu'à mon avis, ce ciblage, c'était à peu près 15 ans, quoi, les gens qui regardent la télé-réalité. Je pense que c'était cohérent. Même si après, bon, c'est somme toute pas visuellement intéressant. Et voilà, c'était juste pour faire une parenthèse là-dessus. Et que c'est des gens aussi qui demandent, enfin je vous parlais des personnes qui demandent beaucoup d'argent. Il faut toujours penser que les gens de la télé-réalité vont vous demander ça, voire plus. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de développer votre propre influence à vous en tant qu'entreprise. Ça, c'est hyper important. Comme je disais, vous êtes un média, donc diffusez du contenu, créez vous-même du contenu. Ça a quand même son importance. Ça, c'est crucial, en fait, d'avoir les mêmes codes que pourraient avoir des influenceurs. Est-ce que pour développer votre communauté de blogueuses, vous avez une ligne éditoriale pour l'année, par exemple, ou est-ce que c'est selon vos envies, vos rencontres? Pour moi, perso, bah, c'est toujours au feeling.
Après, il y a des choses qui se mettent en place parce que il y a des contrats. Mais effectivement, non, ça reste plutôt spontané. Et je tiens quand même à le garder un peu comme ça. Après, oui, il y a des temps phares un peu. Je pense à Noël, la Saint-Valentin. Il y a les vacances aussi, un peu, pour le maillot de bain. Et Halloween, mais après, non, à part cet temps fort-là, où effectivement, c'est bien d'avoir des articles un peu thématiques. Le reste... C'est le cours de ta vie. Oui, c'est ça. C'est complètement... ça reste cohérent avec ma vie. Un petit contenu circonstanciel pour demain, la Saint-Valentin. J'ai fait un petit clip collaboratif, si jamais vous voulez partager, blogueuse, blogueur. C'est Marie qui se la joue, Kiss, comme le bébé. Voilà. C'est un petit clip collaboratif pour la Saint-Valentin. Voilà. Est-ce qu'on a été assez clair? Oui. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, surtout? Non, super. Sur la partie personnes qui veulent développer leur communauté, qui veulent être influenceurs, vous avez également, puisqu'on a quand même parlé pas mal de marques, mais est-ce que vous avez également trouvé des réponses? Pas de questions? Super. Oui. Sur votre blog, est-ce qu'il y a des bannières ou des liens, par exemple, de publicité que vous insérez pour être rémunéré derrière? Ouais. Ça, effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, ça marche sur les blogs et ça marche aussi sur Instagram parce qu'en fait, on parlait d'affiliation. Donc, on peut, du coup, en tant que marque, traquer un lien pour voir d'où viennent les ventes. Mais on peut aussi, il y a des plateformes qui existent qui permettent de gagner de l'argent en postant des liens en fonction de telle ou telle marque, par exemple, si elle est répertoriée dedans. Donc, oui, effectivement, ça s'appelle des liens affiliés. Et ça permet effectivement de gagner de l'argent. Donc on gagne un pourcentage sur ce que les gens achètent en venant du coup de ce lien-là. Ce qui est important, je pense, c'est d'être transparent dessus. Juste d'expliquer que voilà, effectivement, c'est un lien affilié. D'ailleurs, il faudrait que je le sois plus parce qu'effectivement, pour moi, c'est tellement logique parce que je le fais depuis tellement longtemps que je me dis que les gens savent et en fait pas forcément. Donc ça me rappelle qu'il faut que je le fasse. Et effectivement, en termes de bannières, ils proposent soit des liens, mais effectivement, les bannières, c'est aussi des choses qui sont possibles de pouvoir poser sur le côté ou en bas ou n'importe où. Et effectivement, pareil, quand les gens cliquent dessus, on peut gagner un peu de sous. Et ça, c'est en termes de tarifs, par exemple, une marque qui souhaiterait insérer une bannière, par exemple, sur votre blog ou sur le blog d'une influenceuse, devrait, par exemple, débourser combien? Est-ce que ça varie aussi selon la communauté? Pour moi, ça varie. Après, c'est des demandes que j'ai très peu, en fait. Ou alors j'en ai et on me propose 2 €. Donc non, j'ai jamais eu de choses intéressantes. Après, je pense que comme tout, si c'est cohérent avec ce qui est présenté dans le blog ou si ça a un petit truc qui va avec, ou alors si par exemple on peut personnaliser avec une photo et juste renvoyer effectivement le lien en disant « Ah, j'ai acheté genre ça, c'est trop cool, hop », non, c'est quelque chose qui est possible. Après, je pense qu'il faut déterminer le budget, la durée et voilà, à peu près, je pense. Après, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est pas là qu'on va avoir du coup le vrai coup de cœur d'un influenceur. C'est pas là. Là, ça devient de la pub, quoi. Ce que j'allais dire, c'est pas comme ça que. Personnellement, c'est vrai que j'en ai un peu. Et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je les ai encore, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui me rapporte des sous, en fait. C'est plus le fait de. Par exemple, si je porte un truc et que je vous trouve le même ou un truc qui ressemble, c'est vrai que là, c'est là où je vais plus gagner des clics, en fait. Et il y a assez peu de monde qui vont cliquer sur ces bannières-là. Peut-être avant, quand les blogs étaient encore le début, quoi. Mais un peu moins maintenant. En tout cas, c'est pas une stratégie forcément que je recommande moi personnellement. Je pense qu'il faut vraiment être dans la relation, comme on disait tout à l'heure, et faire en sorte qu'il y ait public du contenu, du vrai, authentique. Ça reste de la publicité. Avec des produits, du coup, si c'est des produits, par exemple, c'est toujours... Ce sera plus efficace, par exemple, d'avoir une story avec un lien dedans. Non, une story dans Instagram avec un lien dedans. Beaucoup plus, effectivement, ouais, nettement alors plus. Au final, c'est plus court, parce que c'est diffusé que le temps de la story, mais ce sera bien plus efficace. Après, les stories Instagram, pour
insérer un lien qui redirige vers un site marchand, enfin, un autre site, il faut avoir un minimum. C'est 10 000 abonnés minimum. Ouais. Il faut viser effectivement des micros. Là, t'en as plus, ça marche plus. Il faut viser effectivement des personnes à partir de 10 000 qui vont pouvoir insérer ce lien. Mais par contre, à partir de là, c'est beaucoup de liberté quand même. Voilà, bah, du coup, on va conclure. Vous avez bien compris qu'une bonne communauté, c'était une communauté qui était faite avec passion à la base. Et qu'une bonne relation, c'est une relation qui est entretenue avec les influenceurs et la plus authentique possible. Je pense qu'on a un peu répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à venir nous voir si vous en avez d'autres. À la fin, on va rester là un petit peu. Bonne journée à tous. Merci.